438-H est nommée directrice des relations internationales. M. Idrissa Boubacar, inspecteur du travail, matricule 68 585-U, est nommé directeur de la sécurité et de la santé au travail. Au titre du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, M. Ali Al-Kassoum, ingénieur télécom et DESS en management des projets, matricule 590-84-M, est nommé directeur général de l'École supérieure des télécommunications. Au titre du ministère de la Santé publique, M. Issaka Kamaye Mahamadou, médecin, matricule 78-868-Y, est nommé conseiller technique du ministre de la Santé publique. M. Sofouba Ouamaman, directeur administratif, 4e échelon de classe exceptionnelle, matricule 33-581-U, est nommé directeur général des ressources. M. Ibrahim Souley, médecin gynécologue obstétricien, est nommé directeur général de la santé et de la reproduction. M. Harou Oumarou, master 2 en santé publique, première classe, 3e échelon, matricule 443-54-H, est nommé directeur de l'hygiène publique et de l'éducation pour la santé. Madame Souley Rabi Maïtournam, médecin, est nommée directrice des immunisations DI. Monsieur Ranaou Abaché, médecin, est nommé directeur des études et de la programmation. Madame Boubacar Tidder Amaté, docteur en soins infirmiers, matricule 30-489-X, est nommée directrice des ressources humaines. El Haj Maman Garba Mahamadou Lamine, ingénieur géomètre principal en instance de reclassement, matricule 54-668-V, est nommé directeur des infrastructures et des équipements sanitaires. Monsieur Adeoussi Eric Omar Jean-Pierre, maître de conférence agrégé en médecine interne à la faculté des sciences de la santé, est nommé président du conseil d'administration du centre de recherche médicale et sanitaire CERMES. Au titre du ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable, M. Alassane Makadassou, ingénieur des eaux et forêts, de première classe, 2e échelon, matricule 70-959-G, est nommé secrétaire général adjoint du ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. M. Juboya Kouba, ingénieur des eaux et forêts de classe exceptionnelle, 4e échelon, matricule 22-221-S, est nommé conseiller technique. Au titre du ministère de l'Équipement, M. Ibrahim Alassane, ingénieur général des travaux publics, matricule 6448, est nommé inspecteur général des services en remplacement de M. Habou Magaji Sofiane, appelé à d'autres fonctions. M. Issoufou Adamou, ingénieur en chef des travaux publics, matricule 62-973, est nommé directeur général des grands travaux post-vacants. M. Sawani Karimou, ingénieur génie civil, matricule 60-648-Y, est nommé directeur des routes et ouvrages d'art en remplacement de M. Issoufou Adamou, appelé à d'autres fonctions. M. Moumouni Salou, ingénieur général, matricule 48-996-E, est nommé directeur des travaux des routes rurales en remplacement de M. Amin Alio, appelé à d'autres fonctions. M. Amin Alio, ingénieur en chef des travaux publics, matricule 59-981-Y, est nommé directeur des études techniques à la Direction générale des routes rurales en remplacement de M. Moumouni Salou, appelé à d'autres fonctions. Au titre du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, M. Souley Boubacar, commissaire général des services actifs de police, matricule 51024-E, est nommé directeur général de la police nationale. Communication. Le Conseil des ministres a entendu plusieurs communications. Une communication du ministre d'État, ministre des Mines et du Développement industriel, relative à l'état d'avancement des négociations entre l'État du Niger et le groupe Areva. 2 communications du ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé. La première communication est relative au lancement à Niamey le 27 février 2014 des opérations de vente de céréales à prix modéré.
La deuxième communication porte sur la reconstitution de la réserve alimentaire stratégique. Dans le cadre de la reconstitution de la réserve alimentaire stratégique, le comité chargé de l'opération d'achat de mil, de sorgho et de maïs a lancé une offre publique d'achat initiale pour 115 000 tonnes. Cependant, compte tenu de la disponibilité financière de l'OPVN, une proposition d'adjudication de 30 000 tonnes, dont 10 000 tonnes par type de céréales, a été faite à travers les différentes régions du pays, conformément au cahier des charges. Les 45 000 tonnes restantes feront l'objet d'une offre publique d'achat ultérieure de communication du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. La première communication porte sur l'attribution du marché d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement en milieu rural dans les régions de Tillabéri et d'Osso. La deuxième communication porte sur l'attribution du marché de réalisation de forage dans le cadre du programme de mini-adduction d'eau potable par système photovoltaïque phase 3 dans les régions de Maradi et de Tawa. Ces deux communications sont faites conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 0037-CAP-PM-ARMP du 21 janvier 2014 fixant les seuils dans le cadre de la passation et l'exécution des marchés publics et des délégations de services publics, qui stipule en son article 13 que tout marché dont le montant est égal ou supérieur à 500 millions de francs CFA doit faire l'objet d'une communication en Conseil des ministres de la part de la personne responsable du marché après attribution. Une communication du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative sur le recrutement des enseignants contractuels aux emplois des fonctionnaires. La présente communication a pour objet de demander au Conseil des ministres l'autorisation de recruter en 2014 4 230 enseignants contractuels au titre de l'enseignement primaire et 1 164 enseignants contractuels au titre de l'enseignement secondaire parmi les candidats déjà présélectionnés. Les enseignants contractuels ainsi recrutés deviendront des fonctionnaires de l'État conformément à la réglementation en vigueur. Une communication du ministre de l'Équipement qui porte sur l'attribution d'un marché public relatif aux études techniques détaillées, aux études d'impact environnemental, à l'élaboration du dossier d'appel d'offres, au contrôle et à la surveillance des travaux de bitumage complémentaires de la route Madawa-Bouza-Tawa, 50 km section de Tamaské, Bagaye, Kalfou et Tawa, et les travaux de protection et de signalisation. Cette communication est faite conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 0037-CAP-PM-ARMP du 21 janvier 2014, fixant les seuils dans le cadre de la passation et l'exécution des marchés publics et des délégations de services publics, qui stipule en son article 13 que tout marché dont le montant est égal ou supérieur à 500 millions de francs CFA doit faire l'objet d'une communication en Conseil des ministres de la part de la personne responsable du marché après attribution. Une communication du ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale sur la participation du Niger à la session ordinaire du Conseil des ministres de tutelle de la prévoyance sociale qui s'est déroulée du 13 au 14 février 2014 à Abidjan, en République de Côte d'Ivoire. Cette session a eu à examiner et à adopter au total 21 points à son ordre du jour, dont entre autres le projet du plan d'action et le projet du budget de la conférence au titre de l'exercice 2014, arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 932 630 000 francs CFA. L'ordre du jour étant épuisé, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a levé la séance. Merci Sadi Sanda pour ce compte rendu. Visite ce matin du président de l'Assemblée nationale, Hamamadou, au salon de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'élevage qui s'est ouvert hier au Palais des Sports de Niamey. Hamamadou est allé apprécier les produits exposés et encourager les producteurs pour leur lutte contre l'insécurité alimentaire au Niger. C'est accompagné du ministre d'État de l'Agriculture, Abdoulabo Achetou-Moukela, Mahamadou Adamou. Véritable vitrine de la mise en œuvre de l'initiative 3N, le salon de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'élevage a pour vocation de valoriser nos potentialités agro-silvopastorales et d'échanger sur des questions prioritaires du monde rural. Il regroupe entre autres les producteurs, les éleveurs, les acteurs de filières,
les partenaires techniques et financiers de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'élevage. C'est donc pour découvrir, apprécier les différents produits et encourager les exposants dans leurs efforts à booster à jamais la faim hors de nos villes et villages et leur apporter tout son soutien que le président de l'Assemblée nationale a effectué cette visite ce matin au Sahel. Une visite dont il sort satisfait et impressionné après d'amples explications et d'informations. Comme impression, je suis impressionné par la qualité et la diversité des produits que l'intelligence des Nigériens arrive à créer. Et je suis d'autant plus intéressé qu'on se demande pourquoi le Niger stagne dans l'insécurité alimentaire alors qu'au niveau des producteurs, il y a beaucoup d'initiatives et une multitude d'opportunités et d'offres qu'ils nous donnent. J'ai observé dans le même temps qu'au niveau de l'innovation technologique, de gros efforts locaux sont faits. Donc il s'agit pour nous de tirer une leçon de tout cela et de voir avec le ministère chargé de ça, comment les mettre en relation, l'ensemble du producteur jusqu'au transformateur et à la commercialisation, pour faire un réseau de réforme globale de notre système de production. Et les résultats des produits que nous avons observés montrent en tout cas que le Niger peut très bien s'en sortir sur le plan agricole et sur le plan de l'élevage. Parce que ce que nous avons, c'est très beau et probablement avec un soutien mieux organisé, on peut se sortir de l'insécurité alimentaire chronique. Cette initiative qui regroupe toutes les régions du Niger et les pays de la sous-région est donc à encourager et à appuyer dans tous ces axes, surtout que le pays dispose d'énormes potentialités et de main-d'œuvre qualifiée et disponible. Cela permettra sans doute de faire de l'autosuffisance alimentaire une réalité au Niger. Le Sahel Niger Foire agricole donc se poursuit activement au niveau du palais du 29 juillet. En son deuxième jour, plusieurs produits ont été exposés. Le salon se veut un espace de rencontre, d'échange et de valorisation de nos produits agro-silvopastoraux locaux. Hadiza Hassan Sidoukou et Moussa Nouma. Lors de ce salon de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'élevage Sahel Niger 2014, les producteurs exposent leurs produits provenant des différentes régions du Niger. L'on peut ainsi dire que l'initiative 3N porte ses fruits. Le Sahel Niger 2014 se veut un espace d'échange, de valorisation et de promotion de nos produits locaux tout en mettant ensemble les acteurs et les professionnels de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'élevage. L'apport de ces produits est que c'est un produit qui est produit, on dit à Agadez, et on parlait d'Agadez que c'est un désert. Parce que ce produit-là vient d'Agadez, donc Agadez contribue comment dirais-je, à l'initiative 3N. Les Nigériens, nous, c'est les Nigériens. Donc on peut dire que vous avez reçu l'aide de ces 3N? Oui, nous avons reçu l'aide du gouvernement, du président de la République. Et grâce à l'aide de ce gouvernement-là qu'on est ici pour exposer ces produits-là aujourd'hui. Pour l'emballage, parce qu'on doit toujours chercher des cartons de cigarettes là pour emballer, pour transporter sur les lieux de vente. Mais malgré tout ça, on arrive à amener, mais il y a toujours des... Comment dirais-je? Ça se périt quoi. C'est pour soutenir les petites et moyennes entreprises et aussi les ONG. Donc, puisque parmi les agriculteurs, ils sont formés en ONG et en groupement, donc nous sommes là pour eux, nous sommes là pour les appuyer. Voilà. L'initiative est salutaire à plusieurs égards en ce sens qu'elle doit être pérennisée. De cette manière, elle pourrait contribuer dans le combat contre l'insécurité alimentaire. C'est pour la première fois depuis des années qu'on voit une foire aussi pleine d'agriculteurs, de bonnes initiatives. Et moi je pense que ce que nous venons de voir démontre bien que, en tout cas au Niger, on peut surtout suffire. C'est vraiment de trouver un créneau à cette initiative-là. Le créneau, c'est quoi? Ce qu'on a remarqué que nos initiatives, tant qu'elles sont portées par le politique, elles ne durent jamais. Mais
l'expérience des foires agro-silvopastorales, les foires nationales de commerce, des industries qui ont disparu, tout ça, c'est parce qu'elles n'ont pas trouvé d'engrenage. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, si on peut trouver un engrenage dans une région qui peut porter cette foire-là définitivement et qu'elle soit la foire de la région-là, ce serait une bonne initiative. Tirer profit des atouts importants à exploiter en matière d'agriculture au Niger. C'est ce qui a motivé les autorités de la 7e République à les valoriser à l'occasion de ce salon de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'élevage Sahel 2014. À l'occasion de la première édition donc, de ce salon de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'élevage Sahel, le haut-commissaire à l'initiative 3 a animé hier après-midi une conférence publique expliquant le contexte de la création, les résultats obtenus grâce à la mise en œuvre de ce programme et les défis qui pointent à l'horizon sont les différentes raisons pour lesquelles cette conférence a été une explication. Barokoba et Maria Madakou. Expliquer à l'opinion publique nationale les avancées faites dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative 3N. Ce programme ayant déjà fait ses preuves en termes de prise en charge nutritionnelle et de renforcement des capacités des producteurs nigériens, c'est l'un des objectifs de cette conférence débat. Organisée en marge du premier salon de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'élevage Sahel, cette conférence a aussi été l'occasion pour discuter des différents axes stratégiques du programme, de sa vision et des perspectives pour l'avenir. J'ai essayé de développer, présenter très brièvement ce que c'est que l'initiative 3N et en insistant particulièrement sur les acquis, sur ce que nous avons pu déjà obtenir en matière de dans la mise en œuvre de l'initiative 3N, et vous avez suivi avec moi, il y a des acquis importants, notamment dans le domaine de l'augmentation de l'irrigation, dans le domaine de la diminution de la malnutrition et dans le domaine, disons, de la diminution de l'insécurité alimentaire en général. Et pour cela, on n'arrête pas de le redire. Nous avons même été cités et félicités par la FAO dans ce sens. Mais nous sommes allés au-delà. Nous avons insisté pour voir les perspectives, tirer les leçons sur la mise en œuvre actuelle et voir en termes de perspectives quelles sont les dispositions qu'il faut prendre pour préparer l'après-plan d'investissement 2012-2015 et préparer maintenant le nouveau plan d'investissement 2016-2020 et pourquoi pas aller vers une loi d'orientation agricole. Et nous avons beaucoup de leçons que nous pouvons tirer aujourd'hui. Je ne vais pas m'étendre dessus. J'ai suffisamment développé au niveau. Mais nous avons surtout aussi les réactions dans la salle des producteurs, des ONG, de l'encadrement. Et ce que nous pouvons retenir, c'est que ce type de rencontres, nous devons pouvoir les multiplier. Et c'est ça qui va nous aider à faire encore davantage, faire de l'initiative 3N une initiative de l'ensemble des Nigériens. Les conclusions de cette conférence débat tenue sous le thème Initiative 3N, un outil de lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, seront à coup sûr d'un apport indéniable pour la mise en œuvre de ce programme si cher aux autorités nigériennes, surtout avec la prise en compte des différentes suggestions et recommandations faites par l'assistance. Retour à la présidence de la République, plusieurs audiences donc au cabinet du président de la République, le chef de l'État Issoufou Mahamadou, s'est d'abord entretenu avec Malam Sidi Iye, habitant de Tabotaki, département de Bouza, région de Tawa. Il est allé présenter au chef de l'État, le président de la République, un calendrier universel comme vous le voyez sur ces images. La deuxième audience, le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, l'a accordé au président du directoire d'Areva, Luc Oursel, suivant-le à la sortie d'audience.
C'est très important que nous, Areva, comprenions bien les attentes du peuple et du gouvernement nigérien. Et cette réunion, de ce point de vue-là, nous a permis de progresser. Et c'est important aussi que nous trouvions une solution qui permette de maintenir les activités minières qui sont extrêmement importantes en termes d'emploi et de contribution fiscale pour le gouvernement nigérien. Donc vous savez qu'il y a eu des négociations depuis longtemps. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons fait un pas significatif en avant vers la recherche d'une solution commune. Et je pense que maintenant, ce n'est plus qu'une question d'un temps limité avant que nous arrivions à une conclusion définitive. C'est une bonne négociation, c'est une négociation qui finit quand les deux parties sont satisfaites. Mais je pense que maintenant, le temps sera limité avant d'arriver à la conclusion. Sur quoi vous êtes entendu et quel peut être le point d'ajustement actuellement ? Écoutez, je pense qu'il y avait beaucoup de sujets évidemment sur la table. Il y a l'application de la loi de 2006 aux sociétés minières. Il y a aussi un certain nombre de sujets liés à Imourane, liés à la route Tawa-Arlit, liés aussi à la gouvernance de ces sociétés. Donc ce sont sur tous ces sujets que je pense que cette réunion a été utile pour faire un progrès et qui me rend confiant et qui me permet d'espérer une conclusion rapide maintenant des négociations. Areva, vous savez, est très bien attaché au Niger. Ça fait 40 ans que nous travaillons avec le Niger. Il y a beaucoup d'employés nigériens chez Areva et donc nous comprenons les besoins du Niger et nous sommes prêts à faire un certain nombre d'efforts. Maintenant, il faudra que tous ces efforts aboutissent dans une solution équilibrée qui permette de refaire partir le partenariat du Niger pour encore, j'espère, de nombreuses dizaines d'années de succès commun. Au cabinet du président de la République toujours, le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, s'est aussi entretenu avec Bertrand Bati. Il est le secrétaire général du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. Je voudrais d'abord témoigner publiquement ma gratitude à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a bien voulu m'accorder une audience sur toute chose qui rehausse notre structure d'intégration africaine. À l'occasion, j'ai eu à présenter au Président de la République, chef de l'État, le projet que le Conseil des ministres du CAMES, qui est le Conseil d'administration du CAMES, a eu à valider en avril 2013, qui est celui du plan stratégique de développement du CAMES. Ce plan doit être considéré comme un plan stratégique de développement des institutions et organismes membres du CAMES. Et je voulais tout simplement enfoncer une porte ouverte en disant à Monsieur le Président de la République que le développement se faisant par la recherche et l'enseignement supérieur, il est tout à fait indiqué que ce plan-là puisse accompagner les ambitions légitimes des États à devenir émergents, des États à devenir de manière durable l'avenir du monde, comme les Occidentaux le disent de plus en plus. Donc c'est autour de ce plan stratégique que nous avons échangé et le Président de la République, chef de l'État, m'a instruit en me donnant des conseils et en me disant sa vision par rapport au développement, par rapport au rôle que le CAMES doit jouer. Il m'a également rassuré qu'il sera présent à Libreville où se tiendra la table ronde des partenaires techniques et financiers appelés à appuyer le développement, le déroulement de ce plan stratégique de développement du CAMES. Le général Hammer, commandant en second des forces américaines d'Africom qui luttent contre le terrorisme au Sahel, a également été reçu par le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou. Suivons son intervention. Je disais que le général Hammer, commandant en second des forces américaines d'Africom, basé à Stuttgart en Allemagne, et qui lutte contre le terrorisme au Sahel, a également été reçu par le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Issoufou Mahamadou. Suivons son intervention. Niger has, for the last 3 weeks, hosted the largest multinational
Depuis 3 semaines, le Niger est hôte du plus grand exercice multinational des forces spéciales qui s'est jamais tenu. La cérémonie de clôture de l'exercice aura lieu dimanche et je suis le représentant du général Rodriguez, qui est le commandant de AFRICOM, et à cette capacité, je suis venu pour le représenter à la cérémonie de clôture. Oui, je pense que l'objectif a été atteint. Vous savez, il y a eu 18 différentes nations qui ont participé, soit activement, soit en tant qu'observateurs à cet exercice qui a duré 3 semaines. Ils ont développé des partenariats, ils ont développé des amitiés, ils ont appris à travailler ensemble. Et ça, c'est un objectif qui est atteint. Aujourd'hui, je suis allée à Agadez. J'ai pu écouter des briefings, des réunions de planification et j'ai véritablement été impressionnée par ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, de voir travailler ensemble autant de différentes personnes et de pays pour lutter ensemble contre une menace qui nous est commune. Je voudrais dire que le général Garba, ici présent à mes côtés, a véritablement démontré le professionnalisme des forces armées du Niger. Il a établi une barre très haute en termes de conduite de cet exercice et je pense que le peuple du Niger peut être très très fier de ses forces armées. Et enfin, la dernière audience a concerné le secrétaire exécutif de la commission du bassin du lac Tchad, CBLT, l'ingénieur Sanoussi Imran Abdullahi, à la sortie d'audience. Wannan watakil ko kana bin mu 'yan kwanakin baya muna zuwa mi wannan bayani. Akwai taro da za a yi na neman taimako daga duniya don a taimaka tafkin Chadi. To alhamdulillah ana cewa za a yi gobe, za a yi jibi, Allah da ya kawo lokaci da kuma wuri. Za a yi wannan taro insha Allah 4 da 5 ga watan April a Bologna a Italiya. Shine kaga yanzu sau bai kai wata guda bai rage. Na zo in ga shugaban kasa shirye-shiryen da muka yi, nasarar da muka ci, inda muke da matsala ya ba mu shawara a matsayinsa na uba don mu ga mun ci gaba. So insha Allah za a yi wannan taro a Bologna a Italiya. Shi wanka taro da za a yi shi bisa kan menene za a yi shi? Shi akwai tsari da aka yi na shekara 5 wanda za a kula da tafkin Chadi. Kamar yadda kuka sani dai tafkin Chadi yana kafewa saboda matsalar yanayi, rashin ruwa da muke samu da zafi da yake ɗauke mana ruwa. Wayannan abubuwan ne aka shirya cewa za a yi wasu shirye-shirye wanda za su taimaka wa koramin nan da suke kawo mana ruwa a tafkin Chadi, a ga cewa an gyara su don mu samu ruwa ya karu a tafkin Chadi. Ba haka kuma akwai kasashenmu da suka yi wani tsari wanda zai taimaka wa bukatunmu na inganta zaman lafiya da inganta ayyuka a tafkin Chadi. Su ma yana daga cikin ɗan abubuwan da za su samu gudunmawa don a cimma wannan buri. L'actualité, je le disais, donc focalisée ce jour sur la région de Difa. Difa où se sont ouverts cet après-midi même les compétitions entrant dans le cadre de la 35e édition du Sabre national. Le renforcement de l'unité nationale et la cohésion sociale est le thème inscrit. Une compétition qui se déroule dans un cadre de renouveau avec de nouveaux codes et règlements. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelkarim Damalam, a à ce propos prononcé une allocution appelant tous les acteurs à la concorde et à la cohésion. Abdelkarim Damalam qui a réuni une réunion technique avec tous les acteurs de lutte au Niger ce matin même. Et puis après cette réunion, le ministre s'est rendu à l'arène de jeu traditionnel chez Timatelba de Difa en vue de s'enquérir des derniers préparatifs de la 35e édition du Sabre national. Les commentaires de Issoufou Adam Kodo. Peu avant l'ouverture de cette réunion technique, le gouverneur de la région de Difa, relayé par le président de la FENILUT et enfin le ministre des Sports, tous ont tenu à remercier l'ensemble des parties prenantes qui, d'une manière ou d'une autre, se sont investis dans l'organisation de ce 35e Sabre national. Aussi ont-ils exhorté les uns et les autres d'avoir une idée sur le concept de cet événement, dont le seul but est de raffermir les liens de solidarité entre les Nigériens. Pour le volet tirage au sort, ou du moins le programme de la compétition, toutes les 8 régions se sont vues affecter des lettres alphabétiques allant de A à H. La lettre H pour la région Haute d'Ifa.
Comme le stipule le règlement, la région haute d'office fera le dernier combat de la première journée et ce, dès l'après-midi. L'instant d'après, le ministre accompagné d'une forte délégation s'est rendu à l'arène Chetima Talba, le principal point d'attraction de tout le Niger et ce, pendant les 8 jours qui suivront. Il faut le souligner que cette arène connaîtra une innovation avec l'installation d'un écran géant de 12 mètres carrés où s'afficheront à volonté les spots publicitaires ayant parrainé l'événement. L'arène, c'est aussi le quartier général de l'ORTN où une véritable base y est installée pour le besoin de la cause. C'est un autre acteur et non de moindre au vu du rôle que jouera l'office. Pour la petite histoire, l'ORTN a commencé de façon effective cette mission à partir de 1980, l'année où Niamey a abrité l'édition. Et depuis lors, la lutte et notre office font bon ménage. Autre volet du programme du ministre Damala ayant pour objectif de s'enquérir sur les conditions d'hébergement des différentes délégations. Ainsi, après Agadez, le ministre s'est retrouvé parmi les deux soleils et pendant un laps de temps, il a été question de la bonne attitude à adopter, qu'est le fair play. Et en bon religieux a-t-il dit d'accepter toute situation pouvant advenir. Niamey, le même langage en termes de conseil d'usage, tout en définissant le rôle fondamental du sabre national, qu'est la cohésion. Maradi, devant l'ensemble de la délégation, le ministre, comme précédemment, a ramené sur la table le concept de la lutte au Niger, dont le rôle favorise l'entente, l'union, l'amitié entre les peuples. À Difa, en rappel, M. Abdelkarim Damala s'est dit porteur de message du président de la République et du Premier ministre, celui d'un encouragement et de toutes ses salutations à l'endroit de toutes les délégations. À Zender, l'accueil se passe de tout commentaire avec les décibels de Goundoua. Le ministre a salué vivement cette délégation. Puis, autour de la délégation d'Ottawa, d'être visitée par le ministre. Là aussi, les échanges fraternels, enjolivés par quelques blagues, ont constitué le point focal de cette interview. Et enfin, Tilaberi, et pour une bonne ambiance, ça n'est vraiment une. Ainsi, pendant plus de 3 heures de temps, le ministre aura tout vu et tout entendu. Et en termes généraux, aucune doléance n'a été évoquée. Bon à savoir, le souci majeur du ministre de la Jeunesse et des Sports est la restauration des athlètes. Et partout, dans les marmites, flottent ou baignent de gros morceaux. Étant entendu que la première compétition de tout sportif commence par le manger. Autre sujet, demain 8 mars 2014, l'ensemble du Niger célébrera la journée nationale de la femme. À cette occasion, la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Mme Mekibi Kadiet Tandobi, a adressé un message aux populations. Elle a rappelé les efforts déployés par le gouvernement de la 7e République en faveur de la femme nigérienne. Mesdames et messieurs, demain 8 mars 2014, Inch'Allah, le Niger, à l'instar de la communauté internationale, célébrera la Journée internationale de la femme, proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies à l'occasion de la décennie de la femme en 1975. Cette journée, nous le savons, a pour but de commémorer les marches historiques des femmes organisées en mars 1907 dans le but de revendiquer leur droit au suffrage. Le thème retenu par les Nations unies cette année est « Les résultats obtenus et les difficultés rencontrées dans la réalisation des objectifs du millénaire en faveur des femmes et des filles ». Il nous plaît de rappeler que le Niger, en prenant part au sommet du millénaire en 2000, s'était engagé par ailleurs à l'atteinte de ces objectifs, dont l'un porte sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. C'est dans ce cadre que plusieurs actions ont été menées par l'État et ses partenaires, et citons entre autres l'adoption en 1998 de la loi d'orientation du système éducatif nigérien, l'OSEN, qui fixe les orientations en matière d'éducation. Nous avons l'adoption en 2000 de la loi sur le quota, qui octroie un minimum de 10% à l'un ou l'autre sexe au poste électif et 25% au poste nominatif et dans l'administration publique. L'adoption en 2008 d'une politique nationale genre, l'élaboration et la mise en œuvre de plusieurs projets et programmes en faveur des femmes, la création de plusieurs institutions de microfinance,
le renforcement des capacités des femmes à travers l'alphabétisation, leur structuration en groupement, la formation en leadership et entrepreneuriat féminin, la création de la direction de la scolarisation de la jeune fille. Mesdames et messieurs, en nous référant au thème retenu à l'échelle internationale, le thème national est « Défis et perspectives de l'éducation des filles ». Le développement de ce thème nous donne l'occasion de faire le point des progrès réalisés, des défis à relever et de dégager les perspectives dans l'éducation des filles, qui est un passage obligé pour leur assurer un avenir meilleur. Le choix de ce thème se justifie par les nombreux défis à relever, tant par les parents que par la communauté elle-même. Il s'agit entre autres du faible niveau d'éducation. En effet, 70% des adolescentes sont non scolarisées. La fuite de responsabilité des parents, la déscolarisation des filles, l'abandon de la scolarité dû à l'éloignement ou à l'insuffisance de tuteurs, le découragement de certains parents face au chômage des jeunes déscolarisés, le mariage précoce qui prive immanquablement les adolescentes d'âge scolaire du droit à l'éducation nécessaire à leur développement personnel, à leur préparation à la vie d'adulte et à leur contribution efficace au bien-être futur de leur famille et de la société. À titre illustratif, 36% des adolescentes sont mariées avant l'âge de 15 ans. Mesdames et messieurs, certes, des efforts ont été consentis, mais beaucoup reste à faire dans les domaines de l'accès et la participation équitable des femmes et des filles à l'éducation et à la formation. Il nous revient donc en tant que parents, communautés, partenaires au développement et gouvernement d'accorder une importance capitale à l'éducation en général et plus particulièrement celle de la fille. L'éducation familiale joue un rôle déterminant dans la transmission des valeurs culturelles, se trouve confortée aujourd'hui au relâchement des liens parentaux et d'enseignement entre parents et enfants dû à l'absence quasi permanente des parents au domicile. Mesdames et messieurs, les autorités de la 7e République déploient d'importants efforts pour améliorer l'éducation des enfants du Niger en général et celle de la jeune fille en particulier. Cela se traduit par l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de rendre la scolarisation gratuite et obligatoire jusqu'à 16 ans révolus. En termes de perspective, la solution de ces problèmes doit passer nécessairement par des actions d'intensification de la sensibilisation des parents sur le maintien de la jeune fille à l'école, la prise de mesures adéquates pour la protection de ces jeunes filles, la création d'internats pour des jeunes filles rurales, l'accompagnement des filles pour assurer l'hébergement en ville. C'est pourquoi j'en appelle à la conjugaison des efforts de tous les acteurs de l'éducation pour une synergie d'action en vue de relever ces défis. Mesdames et messieurs, c'est l'occasion pour moi de renouveler mes sincères remerciements à l'endroit de tous les partenaires techniques et financiers, ainsi qu'aux organisations de la société civile pour leur contribution multiforme dans le cadre de la promotion et de la protection des droits des femmes et des filles. Aussi, je voudrais profiter de cette journée pour lancer un appel à toute la population afin de lutter contre les maux qui minent l'éducation des filles dans notre pays, dont la dépravation des mœurs, la prostitution, le mariage précoce et la discrimination. Bonne fête à toutes les femmes et à tous les hommes qui nous accompagnent. Vive les femmes nigériennes, vive le Niger et je vous remercie. Signature de protocole entre le ministère de l'Urbanisme et du Logement et l'ONU Habitat, la mise en œuvre de la 3e phase du programme d'amélioration et de la restructuration des quartiers Gamkale et Saga, un protocole d'entente tripartite signé entre le ministère de l'Urbanisme, le maire central et le représentant de l'ONU Habitat, James Didier et Amamadou Adamou. Après la première et la deuxième phase qui ont porté sur les études de certains quartiers urbains, la présente signature du protocole d'entente tripartite, ministère de l'Urbanisme, l'Hôtel de Ville et l'ONU Habitat est consacrée à la mise en œuvre de la 3e phase du programme pour la restructuration et l'amélioration des quartiers Gamkale et Saga, des quartiers à haute densité humaine qui manquent des infrastructures et autres centres socio-éducatifs.
Une situation qui est à la base de toutes les inondations qui font chaque année de nombreuses victimes pendant la saison des pluies dans ces deux quartiers de la capitale. Ainsi, ce protocole d'entente financé par l'Union européenne et les ACP pour un montant de 480 000 € et la contribution de l'État d'1 milliard de francs CFA permettra ainsi la mise en œuvre effective de cette troisième phase de ce programme ONU Habitat pour l'amélioration de ces deux quartiers, Gamkale et Saga, un protocole qui s'inscrit dans le cadre de l'ambitieux programme Niamey-Yala du président de la République qui veut faire de toutes les grandes villes du Niger des villes coquettes dont rêvent tous les Nigériens. Si Niamey doit être coquette, il faudrait très rapidement que ces populations soient relogées et que les habitants anciens de Niamey soient enfin pourvus des conditions de vie décentes. Je sais que nous allons continuer à faire ce que nous avons commencé et je sais que le responsable de notre pays, vraiment au plus haut chef, tient et que ces choses-là du tiennent beaucoup à cœur. Sachez que vous êtes dans votre pays, vous avez vos collègues en face de vous que vous connaissez. Et certainement, la main dans la main, comme il l'a dit, nous allons travailler ensemble. L'essentiel, comme je l'ai dit à chaque fois, les Africains doivent enfin se prendre en charge. Je rends hommage aux maires et à vous-même et à vos prédécesseurs avec qui j'ai eu à travailler sur ce programme, qui se sont investis chacun de son côté pendant qu'ils étaient en fonction pour pouvoir amener ce programme, avoir des contributions qui sont les contributions financières et au-delà de la contribution exigée de faire des inscriptions annuelles pour permettre à ce programme. Je pense qu'il faut continuer le lobbying pour mobiliser les ressources. C'est extrêmement important. Mais déjà, les efforts que vous venez de faire montrent la volonté, l'engagement politique. Et je pense que les partenaires au développement devront accompagner cet effort et le reconnaître. Je suis très fier, effectivement, de voir que la troisième phase est passée et nous espérons et nous ferons fort avec l'aide de Monsieur le ministre de l'Urbanisme, de tout le gouvernement, du chef de l'État, le président Issouf Mahamadou. Avec toutes ces aides-là, je pense que nous serons tout à fait éligibles à la quatrième phase et voir enfin l'aboutissement de ce projet. J'espère que ce projet aboutira. Cette cérémonie a été marquée par la remise d'une attestation de satisfaction au chef du programme ONU Habitat, Joseph Kiebo, pour son engagement et son militantisme pour une Afrique moderne où il fait très bon vivre. Depuis quelques années, M. Joseph Kiebo a rendu d'éminents services, d'éminentes tâches, qui a vraiment servi l'Afrique, l'a représenté au niveau de l'ONU Habitat à cette circonstance. Et en vertu des pouvoirs que le chef de l'État, M. Issou Mahamadou, m'a délégué, je lui décerne devant vous et devant Dieu ce témoignage officiel de satisfaction. Je suis très ému, je ne m'y attendais pas. Je voudrais simplement vous remercier pour cela et vous demander de transmettre au chef de l'État, au président de la République du Niger, ma reconnaissance et lui dire que je n'ai fait que le devoir de ce que tout Africain devrait faire pour faire avancer ce continent. Dans une plaidoirie pour appuyer le Niger dans son vaste programme d'urbanisation des grandes villes, le ministre de l'Urbanisme a félicité et encouragé les membres de l'ONU Habitat pour défendre tous les dossiers et projets présentés par le Niger dans le cadre des attentes des OMD, un programme appuyé par l'Union européenne et les ACP. Cette cérémonie a été sanctionnée par la remise des cadeaux à tous les membres de la délégation. La ministre de l'Enseignement primaire, Mme Ali Mariam El Hadji Ibrahim, a rencontré les partenaires techniques et financiers du secteur de l'éducation au Niger. Cette rencontre fait suite à une mission de travail des PTF sur le programme sectoriel de l'éducation et de la formation de 2014 à 2024. Mamour Idrissa Mega et Issouf Samaïla. 2014, le gouvernement du Niger a déclaré cette année comme l'année de l'éducation. Et c'est pourquoi un programme sectoriel de l'éducation et de la formation PZF 2014-2024 a été élaboré. Et tous les partenaires techniques et financiers de l'éducation au Niger, dont les principaux sont aujourd'hui la Banque mondiale, l'Agence française de coopération, l'AFD, et la coopération suisse, ont décidé de financer ce programme afin de matérialiser les objectifs du gouvernement dans ce domaine. Le programme mondial pour l'éducation a bien voulu, à la fin de l'année, marquer son accord avec les 84,5 millions pour le Niger et ensemble avec l'AFD,
un bon complément est fait pour arriver à une centaine de millions de dollars pour accompagner le Niger dans la réforme du secteur de l'éducation. Il faut que, assez rapidement, on parlait de non-objection, on parlait de dossiers, des termes de référence, que ce qui doit être fait par les uns et les autres soit fait dans des délais raisonnablement acceptables. Aussi bien chez nous, au niveau de la Banque mondiale, et j'espère bien de la même façon au niveau de l'AFD, pour que la partie nationale puisse véritablement boucler le dossier et que nous arrivons donc à la signature des accords de financement dans un délai, on espère, le plus tôt possible. La communauté des partenaires techniques et financiers est parfaitement disponible pour soutenir ces prises de décision et puis accompagner tout ce processus qui se met en œuvre et qui est certainement aussi innovant pour vous qu'il peut l'être pour nous. En tout cas, les partenaires techniques et financiers sont très sensibles à ce que cet aspect de globalité de l'éducation reste le créneau prioritaire de ce processus. Il faut que progressivement toute l'éducation puisse s'intégrer dans un dispositif qui concernera l'ensemble des jeunes et particulièrement ceux qui sont exclus et nombreux exclus des systèmes tels qu'ils existent. La ministre de l'enseignement primaire, Mme Ali Mariama El Haj Ibrahim, au cours de cette rencontre avec les PTF qui ont travaillé durant 11 jours avec les cadres du ministère de l'Éducation sur ce programme, a tenu à remercier et à féliciter au nom du gouvernement tous les efforts des partenaires consentis autour de la problématique de l'éducation au Niger. En effet, il n'est pas inutile de rappeler que depuis le 19 juillet 2013, le PSF a été présenté au gouvernement. Il a été endossé par les partenaires techniques et financiers. Depuis la réunion du conseil d'administration du partenariat mondial pour l'éducation en novembre passé, le Niger a bénéficié de cet appui. Et je profite de cette occasion donc, pour remercier l'ensemble des partenaires techniques et financiers ici présents, l'AFD, la Banque mondiale, qui nous ont accompagnés dans le processus. Et je n'oublierai pas aussi l'appui de l'UNICEF en tant qu'ancien chef de file des partenaires de l'éducation et le nouveau chef de file des partenaires qui est ici la coopération suisse. Dans ce programme, il est prévu la construction de 1650 classes, la formation des enseignants, la construction de 3 écoles normales, le renforcement de la scolarisation de la jeune fille, le renforcement des capacités des agents des ministères en charge de l'éducation. Du 3 au 4 mars s'est tenu à Kinshasa, en République démocratique du Congo, le 2e Forum international des femmes francophones. Le Niger a été représenté à ce grand rendez-vous international par la ministre des Enseignements secondaires et son homologue de la population. La ministre des Enseignements secondaires, Mme Betty Aïchatou Habibou Oumani, a mis à profit son séjour intercongolaise pour effectuer plusieurs visites de terrain. Le résumé de Maria Madakou. Femmes actrices du développement et la scolarisation des filles, le premier des droits, c'est sous cette thématique que s'est tenu du 3 au 4 mars dernier à Kinshasa, en République démocratique du Congo, la 2e édition du Forum mondial des femmes francophones. Un forum ayant réuni des centaines de femmes venues de tout l'espace francophone ainsi que des personnalités politiques de haut rang dont la présidente de transition de la République centrafricaine et la première ministre sénégalaise. Ainsi, le Niger ayant fait de la promotion de la femme et de l'éducation l'une de ses priorités, a été représenté par la ministre en charge de la population et celle en charge des enseignements secondaires. Madame Betty Aïchatou Habibou Oumani, qui a profité de ce séjour à Kinshasa pour visiter plusieurs écoles de ces grands pays d'Afrique centrale en vue de s'imprégner de l'expérience congolaise. L'impression que j'ai d'abord, le gouvernement a beaucoup investi. C'est un beau cadre d'apprentissage et vraiment au-delà de tout chantage, c'est vraiment une chance formidable qu'on donne aux enfants de les mettre dans de bonnes conditions d'études et d'apprentissage. Et je profite pour encourager et féliciter le gouvernement de la RDC parce que je sais que ce n'est pas chose facile. En Afrique, on a beaucoup de demandes, on a beaucoup d'attentes et il faut savoir satisfaire les priorités. Et à travers ce que j'ai visité, je sais que le gouvernement est en train de satisfaire les priorités en mettant en avant-garde les enfants.
Émerveillés par le constat fait sur place, surtout dans le domaine de la scolarisation de la jeune fille et la fréquentation des branches scientifiques par ces dernières, la ministre des Enseignements secondaires promet de prendre en exemple cette expérience congolaise pour encourager davantage les jeunes filles nigériennes à embrasser les carrières scientifiques. J'ai eu la chance effectivement de rencontrer des filles, et surtout les filles qui sont dans les classes scientifiques. Parce que je suis sûre la tendance est en train d'être changée, mais chez nous, par exemple, on a beaucoup de défis par rapport à l'enseignement scientifique. Il y a très peu de motivation des jeunes filles de s'inscrire dans les filières scientifiques. Et là, ça me rassure et ça me donne beaucoup d'idées en rentrant chez moi pour encourager justement les jeunes filles à être présentes au niveau de l'enseignement scientifique. Et je profite pour encourager les filles, n'est-ce pas, à vraiment prendre leur scolarité en main pour ne pas abandonner, pour continuer. Pour dire qu'il y a beaucoup d'obstacles, mais on ne peut pas faire de ça vraiment des obstacles. Les filles doivent être fortes, les filles doivent être encouragées, les filles doivent avoir même des discriminations positives. Par exemple, il y a des filles qui peuvent être engrossées au cours de leur scolarité. Pour moi, ça ne peut pas être un frein. Et chez nous, on travaille pour lutter contre le mariage précoce, parce qu'on sait que le mariage précoce, c'est encore un frein pour la scolarité. On insiste beaucoup sur le maintien des filles à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans, au moins, et qu'elles puissent continuer à un cycle supérieur. Notons qu'avant de quitter la RD Congo, la ministre Aïchatou Habibou Oumani, qui était accompagnée de son homologue congolais, a, dans le livre d'or de ses établissements scolaires, écrit des messages pleins d'amitié et de fraternité. Une façon pour la ministre de contribuer au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre nos deux États. Au Niger, dans la région de Maradi, le ministère des Enseignements professionnels et techniques a quant à lui procédé hier au lancement de la 4e édition de la semaine du technicien du lycée technique Nkassawa de Maradi. Cheikh Boudahine a également effectué une série de visites au niveau de la coopérative, du centre artisanal et du centre de formation de personnes handicapées locomoteurs de Maradi. Sanoussi Garba Moussa Jariri. Initiée il y a 4 ans par l'amicale des anciens élèves du lycée technique d'Nkassawa, la semaine du technicien vise fondamentalement à cultiver l'esprit de conscience et d'excellence des élèves du dit établissement à travers notamment des sensibilisations, d'appui en matériel et l'organisation des conférences et autres activités sportives et culturelles. D'où le choix cette année du thème « Place de la formation professionnelle et technique dans un pays en développement comme le Niger », un thème dont l'importance a motivé le déplacement du ministre Cheikh Boudahine qu'accompagne pour la circonstance plusieurs cadres de son département ministériel pour marquer de la plus belle manière son estime vis-à-vis de l'amicale des anciens élèves du lycée technique de Maradi, dont les membres apportent leur soutien constant à leurs jeunes frères qui sont sur le banc de l'école. L'association est exemplaire et nous souhaiterions que tous les anciens élèves des grandes écoles que sont le lycée national, actuellement lycée Issa Korombe, l'école normale de Zender, l'école normale de Tawa, l'école normale de Tilaberi, se retrouvent et se regroupent à votre image pour être des soutiens dans l'accompagnement de la formation. Je voudrais profiter de cette tribune pour saluer l'excellence de la formation qui a été la vôtre. Le lycée technique a été une véritable pépinière pour la formation des cadres de notre pays, ce que traduit l'excellente réussite des anciens élèves du lycée de Maradi dans tous les secteurs de la vie économique, sociale, administrative et politique de notre pays. Je crois savoir que dans votre association, il y a de nombreux millionnaires et peut-être même des milliardaires. Il y a des ministres, de grands banquiers et quelques prétendants au fauteuil présidentiel. Cela n'est pas un fait du hasard. Il résulte de la formation que vous avez reçue, de l'esprit dans lequel vous avez été formé, celui de l'initiative et de l'entrepreneuriat qui vous conduit à entreprendre par vous-même et à ne pas être des acteurs passifs.
Cette ultime conviction que le secret du développement réside dans l'éducation, c'est-à-dire dans la formation professionnelle et technique qui donne à l'homme des compétences qui lui permettent d'avoir un savoir-faire, a été largement partagée par les autres intervenants. Le secrétaire général de l'Union des élèves du lycée technique de Maradi, le proviseur Zangoma Ouseni, le président de l'amicale des anciens élèves du LTDK, Yahya Ismaël, le maire central de la ville de Maradi, Kassem Mokhtar, et le secrétaire général du gouvernorat, Yahya Godi, sont tous intervenus. Les uns pour livrer une panoplie de doléances, les autres pour apprécier et magnifier les efforts fournis par l'État et ses partenaires sous la 7e République en faveur de l'enseignement professionnel et technique. Efforts dont certains professeurs ont contribué à la manifestation par des résultats palpables à travers leur engagement, leur abnégation et leur dévouement au travail. Ils ont été récompensés par l'administration en leur décernant des témoignages officiels de satisfaction. Cette cérémonie n'aurait pas enregistré autant de succès et d'éclat sans la visite guidée des ateliers où sont menés des travaux pratiques par les élèves et leurs professeurs, souvent sans moyens adéquats. Le ministre Cheikh Boudinina a félicité et encouragé au passage. Le ministre des Enseignements professionnels et techniques et sa délégation se sont par la suite rendus à la coopérative du centre artisanal et au centre de formation des personnes handicapées locomoteurs où des dizaines d'hommes et femmes sont formés à la maroquinerie et à la fabrication de l'encens grâce au fonds d'appui à la formation continue et à l'apprentissage. Enfin, le ministre Daïna n'a pas dérogé à la tradition en rendant une visite de courtoisie à l'honorable sultan du Katsina, Marimawa Alezaki. Signature ce matin à Niamey d'une convention de partenariat entre le programme d'appui à la décentralisation et à la bonne gouvernance PRODEC et l'association des municipalités du Niger. Le partenariat vise à accompagner les communes dans l'atteinte de leur mission. Hadiza Hamidine et Oumar Jamila Moudachur. Cette signature de convention marque la poursuite du partenariat entre le programme d'appui à la décentralisation et à la bonne gouvernance PRODEC et l'association des municipalités du Niger AMN, entamé il y a de cela une année. Un partenariat axé notamment sur la promotion de la bonne gouvernance locale et la participation des citoyens au développement communal. Nous avons dans ce programme, en tant qu'objectif, la création de collectivités territoriales fortes. Et des collectivités territoriales fortes, ça passe, comme nous le faisons à travers nos composantes 1, c'est un accompagnement du processus, ce sont des piliers en quelque sorte, les réalisateurs de la stratégie nationale de la décentralisation à travers une participation citoyenne et aussi la mise à disposition de la part des administrations communales et municipales de services adéquats, de services efficients pour la population. Et dans cette optique-là, nous nous réjouissons que nous ayons pu travailler déjà ensemble dans une première année qui était, à mon sens, un début, parce que là, maintenant, dans cette deuxième année, nous avons capitalisé certaines leçons, certains acquis, et nous voudrions bien continuer avec l'équipe que nous avons, qui travaille ici, donc, surtout dans les composantes 2 et 3, en ce qui concerne le renforcement des capacités des acteurs de la décentralisation, dont les communes, et la population et les organisations de la société civile. Ce partenariat est salué à sa juste valeur par l'Association des municipalités du Niger. Nous ne ferons que nous féliciter au nom de tous les maires du Niger, tous les élus. Vraiment, on remercie la GIZ pour avoir vraiment toujours, nuit et jour, pensé, malgré les moments difficiles, au bien-être et au développement de nos collectivités et de nos communes en particulier. Donc, je dirais, monsieur le directeur, les communes attendent beaucoup de leur mère nourricière d'abord, qui est l'État, puisque c'est l'État qui a donné naissance aux communes. Ça, il faut le rappeler. Donc, il va de soi que l'État est obligé d'accompagner les communes dans leur développement. Il est obligé d'accompagner les communes dans la pérennisation de leur action, puisqu'elles sont là pour le bien-être de nos populations. Elles sont là, elles servent de proximité. Si quelqu'un a un problème de consommation d'eau, c'est le maire. Si c'est l'école, c'est le maire. Si c'est le problème de santé, c'est le maire. Cette initiative contribuera sans doute à aider les municipalités à accomplir leur mission conformément aux attentes des citoyens.